si en plus les médecins se mettent en grève, on n'y arrive pas. Quoi qu'il en soit, l'hôpital et le système de santé, avec ou sans la grève des médecins, c'est compliqué. Est-ce que le ministère a raison de dire que les médecins sont en partie responsables de la situation? Oui. Est-ce qu'ils ont raison d'accabler uniquement les médecins pour cette situation? Non, il y a des problèmes qui remontent à une vingtaine, trentaine d'années. Mmh. À partir du moment où on n'a pas réussi à réformer notre système de santé. Moi, je pense que le point essentiel, c'est que lorsqu'on est en situation de crise, on voit à peu près quel est l'état d'une nation et quel est l'état d'un peuple. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en France, on a beaucoup de corporations qui agissent comme des pirates. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de créer de la nouvelle richesse et d'essayer d'augmenter et de faire un nivellement par le haut, on essaye de voler les uns et les autres. Ils se comportent comme des pirates, en gros. C'est-à-dire qu'il y a une partie des grévistes SNCF qui vont essayer de piquer l'argent du contribuable. Les médecins, c'est pareil, parce qu'en fait, quand ils augmentent le prix, comme ils souhaitent augmenter le prix des consultations, qui va payer in fine, ça va être le contribuable, toujours le même. Et à la fin, il y a toujours un seul perdant dans toutes les revendications, c'est le contribuable français, qui est toujours la dernière personne à tout rémunérer et à tout payer. Moi, je pense que ça devient inacceptable. Et plutôt que des corporations qui agissent uniquement de leur intérêt personnel, on devrait avoir des corporations qui agissent pour l'intérêt collectif. Et quand vous avez une situation de crise, il faut se poser de véritables questions pour la part des médecins. Est-ce que augmenter les consultations leur permettrait d'avoir un meilleur niveau de vie à court terme? Oui. Est-ce que ça va sauver la profession? Est-ce que ça va sauver le système de santé, notre organisation de santé? Malheureusement, non. Moi, je pense que le point essentiel, si vous voulez agir comme des gens responsables, c'était de repenser le système de santé et de dire que le Ségur avait permis d'augmenter les moyens, mais n'avait pas permis de changer la vision qu'on avait de la médecine et de la santé en général. Moi, je pense que notre système, à terme, doit être organisé en termes de spécialité et en termes de répartition des tâches. C'est-à-dire que les médecins libéraux doivent être en première ligne pour permettre de désengorger les hôpitaux. Et à la fin, les hôpitaux doivent être concentrés et réorganisés pour avoir des phénomènes de spécialité afin d'augmenter notre niveau de compétence et afin d'augmenter la reconnaissance de chacun des médecins. Et quand on part sur un type de sujet, je ne dis pas que ma proposition est la meilleure, mais je dis juste que je pense que ces personnes-là, que ce soit la SNCF, les médecins et toutes les personnes qui font grève, devraient proposer des solutions pour l'intérêt général plutôt que leur propre pomme, et ils devraient arrêter de se comporter comme des pirates. C'est l'heure des nouvelles résolutions à une semaine, et je pense que les nouvelles résolutions, ça doit être un peu de sacrifice de soi, un peu de don de sa personne pour l'intérêt commun et l'intérêt général. C'est totalement... Les moyens qu'on a sont mal utilisés, notamment à l'hôpital. Je pense que les moyens sont mal utilisés. On dépense entre 13 et 15% de notre PIB sur les dépenses de santé, soit à peu près l'équivalent des dépenses par habitant de l'Allemagne. Et quand on regarde le système de comparaison entre la France et l'Allemagne, pour le même niveau de dépenses par habitant, les médecins sont mieux bien rémunérés de 25 à 33%, et le personnel soignant également. C'est-à-dire que l'argent est mal utilisé quelque part. Et je pense que la question que vous posez est essentielle, c'est pourquoi est-ce que les ministres de la Santé se succèdent? Au départ, ils font un très bon constat, et puis en sortant, ils ont beaucoup de bonnes idées. Je me rappelle de cette tribune cet été. Ah oui, mais moi je pense moi je pense que le point essentiel, c'est que les gouvernants ne sont pas là pour des fins d'intérêt général, ils sont là pour être le bon pote de leur administration. C'est-à-dire qu'ils sont là pour être sympas et faire du social. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être le chef du syndicat ou le chef du BDE. Donc, du coup, ils font plaisir pendant leur mandat à leur administration. Quand vous êtes ministre et quand vous vous retrouvez en réunion interministérielle, parfois, il faut prendre des décisions contre son propre ministère à des fins d'intérêt général, et il n'y a aucun ministre qui est prêt à assumer ça. Puis après, vous avez un ministre qui fait une déclaration dans une matinale en disant qu'il est scandalisé par la déclaration, alors qu'il ne voit pas plus loin qu'à un mois de perspective. Et je pense que c'est ça le point essentiel, c'est que notre classe politique est faible, et de très faible niveau. Et je pense que moi, la décision qui a été prise sur la loi immigration, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que comme notre système scolaire est faible et notre niveau d'enseignement supérieur est faible, il faut qu'on compense par deux choses essentielles. Un, réformer notre système éducatif et notre enseignement supérieur pour repermettre le nivellement par le haut et reconquérir et avoir des Français capables de reconquérir le monde. Et pendant ce temps-là, vu que ça prendra entre 10 et 20 ans, il faut attirer et gagner la guerre des cerveaux. Parce qu'on assiste à un monde qui est dans une compétition technologique et dans une course à l'innovation. Est-ce que c'est avec les Français qu'on a actuellement, avec une baisse de QI et un baisse de niveau dans les classements PISA, qu'on gagnera les guerres technologiques et les guerres d'innovation? Non. Et donc moi, je pense que le point essentiel, c'est que pendant ce temps qu'on réforme le système éducatif, on ramène les meilleurs talents étrangers pour qu'ils puissent, pendant un laps de temps déterminé, à travers un titre de séjour, nous aider à conquérir et nous permettre de sauver un système en fin de course. Et ensuite, après, on permettra de faire la révolution, et j'espère que ce sera pour 2023. Vous êtes très... Ah oui, c'est à chaque fois les mêmes critiques, c'est-à-dire ce côté, au sein de la France insoumise, la démocratie, c'est quand même compliqué. Je pense que c'est le point le plus intéressant de la tribune, parce qu'en fait, le reste, c'est une guerre de courant. C'est-à-dire qu'ils auraient été dans le courant de Quatennens, ils auraient tenu une position strictement inverse, et ils auraient tenu la même position que Jean-Luc Mélenchon. Et ce que ça révèle, en fait, c'est la mutation des gauches, et la guerre des gauches, et la guerre entre l'ancien monde et le nouveau monde. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, Quatennens, Bompard et tout son clan, en fait, ils viennent plutôt en fait, de l'ancienne gauche, des années 80, communistes et socialistes du programme commun. C'est-à-dire qu'ils ont une organisation, un parti
qui correspondent à des méthodes ultra-verticales, comme François Mitterrand lorsqu'il critiquait le général de Gaulle pour le coup d'État permanent, et finalement il était encore plus monarque républicain que le général de Gaulle. Et là c'est strictement pareil pour Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il promet la démocratie, l'horizontalité, mais c'est le parti le plus vertical, et il y a encore moins d'élections que même au Rassemblement national à ce niveau-là. Et donc en fait, c'est tout ce point de vue qui doit être cohérent de la part de Jean-Luc Mélenchon. C'était que Jean-Luc Mélenchon a créé et a surfé sur des tendances à des fins électorales, et ces tendances électorales se retournent contre lui, et j'ai envie de dire que c'est bien fait pour eux. La créature qu'ils ont créée sont en train de se retourner contre eux, comme Sandrine Rousseau et comme toutes les associations féministes. Absolument. Et moi je pense que le sujet essentiel pour l'avenir de la gauche, c'est quelle tendance ils veulent prendre. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon comprend qu'en fait, s'il cède à Autain, au Bono et toute la clique, et ben la France insoumise pèsera 4%. Alors que s'il conserve sa ligne, en gros révolutionnaire, plutôt celle de Georges Marchais, et ben là, il continuera à faire un parti qui fait 20-25% parce qu'il porte des thématiques qui sont plus en face avec les aspirations du peuple français, alors que les lignes Autain, Obono, etc. représentent les cliques de bobos progressistes auxquels ça ne représente rien électoralement. Ça représente 4-5% et ils vont faire le même score qu'Anne Hidalgo. Et je pense que c'est là le sujet essentiel que veut Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'il protège Quatennens parce que c'est son protégé, mais c'est surtout une guerre de partis et de courants au sein de la NUPES en termes de structure. Soit ils prennent la ligne Sandrine Rousseau, et là c'est fini électoralement, soit ils conservent sa ligne, et je pense qu'ils se basent pour ça, et c'est là le sujet essentiel. Sur Quatennens, il y a un autre sujet. Allez-y. C'est que Quatennens, en fait, je pense, pour répondre à Claude Obadia, c'est qu'il y a un sujet pour lui, c'est que est-ce que tous les hommes politiques doivent démissionner lorsqu'ils ont mis en cause ? Moi, je pense que ce qui est important, c'est la cohérence entre le propos que vous tenez face aux électeurs et le comportement que vous avez. Mais eux ont dit clairement que quand on était même à peine mis en cause, même pas condamné, on devait partir. Lui, il est condamné pour le coup, il n'y a plus de doute. Et je pense qu'en fait, son mandat était porté notamment sur des questions de féminisme et de respect de droits aux femmes. Et comme il a contredit à sa parole, au moins il devrait démissionner, quitte à se représenter en fait, et demander la sollicitation d'un nouveau mandat. Justement dans la Tion pour 2027 et qui a envie de faire entendre sa voix ? David Lisnard est un des deux seuls prétendants à droite crédibles avec Laurent Wauquiez, dans la mesure où le reste, c'est la cata à tous les niveaux. Ils sont contents de l'entendre. Voilà. Et je les connais bien, donc je leur adresse ce message amical. C'est-à-dire que c'est un des seuls capables de pouvoir réfléchir, de proposer une vision globale sur l'ensemble des sujets, qui a une vision pour la société, qui a une vision pour la France et qui a une vision pour le pays. Je pense que c'est le point essentiel en fait sur les dirigeants des Républicains, et c'est là où David Lisnard et Laurent Wauquiez ont un avantage comparatif. C'est qu'en fait, David Lisnard et Laurent Wauquiez sont élus de collectivités territoriales, mais proposent non pas une vision calquée de leur ville, calquée sur la France, parce qu'ils ont des territoires qui sont complètement différents. Cannes est complètement différent de la France, et l'Auvergne-Rhône-Alpes est complètement différent de la France aussi. Et je pense que c'est l'erreur qu'ont faite les précédents dirigeants des Républicains, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de calquer leur territoire avec leur phénomène particulier, pour essayer de le projeter sur tout le pays. C'était l'erreur qu'a faite Alain Juppé, notamment à la primaire des Républicains en 2016, et également Valérie Pécresse lors de la dernière élection présidentielle qui a donné la plus grande catastrophe de l'histoire. Et je pense que le point essentiel, c'est celui-là, en fait, David Lisnard. C'est-à-dire qu'en fait, il a un talent particulier qui est qu'il est capable de projeter et capable de mettre une distinction entre ce qui est bien pour Cannes et ce qui est bien pour la France. Alors, est-ce que ça va être maintenant, est-ce qu'il va être investi par la droite ? Moi, je pense que ça va être très compliqué dans la mesure où je pense qu'il a fait une erreur, c'est qu'il aurait dû se présenter à la présidence des Républicains face à Éric Ciotti, Bruno Retailleau, et il aurait vraisemblablement l'emporté, et il aurait pris une option face à Laurent Wauquiez, alors que là, maintenant qu'Éric Ciotti est en place, à moins d'un échec d'Éric Ciotti et de Laurent Wauquiez, en fait, David Lisnard, il avait le choix entre prendre l'initiative et de maître de son destin. Maintenant, il dépend des échecs d'Éric Ciotti et de Laurent Wauquiez, et tant qu'il y arrivera, tant que les deux n'ont pas échoué, et ben, il paraîtra comme un candidat de substitution. C'est le problème. Donc je pense que les syndicats, franchement, ne demandent pas culot en France. Il faudrait peut-être réfléchir à une réforme du syndicalisme, notamment pour couper les subventions des syndicats, parce qu'il y en a peut-être marre qu'ils soient payés par le contribuable français. Il devrait peut-être chercher des adhésions ou chercher la voie vis-à-vis des personnes qui sont censées défendre. Sur la question de l'assurance chômage, moi je pense que c'est une bonne réforme, parce qu'en fait, nous on porte ce sujet depuis très longtemps, parce qu'en fait ça permet en fait à terme, et c'est un non-dit du gouvernement, de baisser les dépenses sociales en France qui ont atteint un montant faramineux, et ça permet implicitement de le faire sous couvert de justice sociale. Ça permet notamment, c'est sur les réformes qu'avait fait Schröder en Allemagne, c'est-à-dire qu'en fait, le système est dans une compétition mondiale, et tant qu'un État dépense trop d'argent dans le social, il n'est pas compétitif au niveau mondial, et c'est pour libérer des marges de manœuvre, pour que les entreprises et pour les acteurs économiques puissent déployer pour libérer les énergies. Je pense que c'est là le sujet essentiel, et je pense que le gouvernement devrait plutôt l'expliquer comme ça, plutôt que l'axer sur la réforme technique et dire que oui, c'est pour faire une réforme technique de l'assurance chômage, c'est pour expliquer quel est le sens de ce qu'il veut faire. C'est pour créer un décalage entre les revenus de l'assistance
et les revenus du travail. Et deux, ça permet de créer aussi des revenus supplémentaires pour les acteurs économiques. Parce que si vous baissez les montants de dépenses d'assurance chômage, vous pouvez baisser davantage les impôts de production ou toutes les charges qui pèsent sur les sociétés, notamment du fait que les assurances chômage dépendent des cotisations patronales et conditions salariales. Et donc ça permet en fait de libérer le travail. Et je pense que c'est ça le point essentiel. Je vais prendre un dernier chiffre pour illustrer. Si la France avait le même taux d'emploi, c'est-à-dire que le même nombre de personnes en activité que l'Allemagne, la France n'aurait pas de déficit, serait en excédent budgétaire et on aurait 15 à 20 milliards d'euros à accorder pour la santé, l'éducation et la justice et la police. Et je pense que c'est un point essentiel. C'est-à-dire que si on veut se redresser la manche, si on veut que la France se redresse, il faut que les gens retournent au travail plutôt qu'avec des piquets de grève. Et baisser les charges Je crois aussi que les usagers se rebellent. Les gens qui ont un abonnement, une carte d'abonnement SNCF, ça coûte cher. Les billets, ça coûte cher. Le service, pas toujours au rendez-vous, finalement. On peut comprendre leur exaspération vu le montant qu'ils paient, puis les prestations de plus en plus déclinantes avec les problèmes sur les grèves, etc. Seulement, moi, je suis toujours contre ce type de comportement que je caractérise dans ce qu'appelait Sandrine Rousseau l'insubordination citoyenne. Je pense qu'il est temps que le gouvernement et Emmanuel Macron mettent fin à la chienlit. Il faut siffler la fin de la récréation, ça devient complètement n'importe quoi. Je pense que chacun a profité des fêtes de vacances pour multiplier les initiatives individuelles et faire complètement n'importe quoi. Vous avez des gens qui font grève les jours de fête, qui prennent en otage toute la société alors qu'ils avaient besoin de ces fêtes de vacances, alors que l'année était éprouvante et l'année qui s'annonce difficile. Et ensuite, après, vous avez des personnes qui maintenant ne veulent plus montrer leurs billets ou font la grève des billets. Ça devient complètement n'importe quoi. Et bientôt, vous aurez des personnes qui vont manifester en fermant les stands, en interdisant les sucettes à des enfants parce que les enfants sont mal comportés, etc. Ça devient complètement n'importe quoi. Je pense ne donnez pas d'idées à nos téléspectateurs. Je pense qu'il faut siffler vraiment la fin de la récré parce que ça devient n'importe quoi. Il faut prendre une initiative très forte. Et je pense qu'en fait, la France ne redoute pas le changement, mais ils l'attendent profondément. Ils attendent un vrai chef capable de pouvoir gouverner d'une main de fer le pays. Et je donne ce signal parce que je suis sûr qu'il va nous écouter. Le président de la République a été réélu, notamment en montrant qu'il était le parti de l'ordre lors des Gilets jaunes. Et c'est comme ça qu'il s'est fait réélire président de la République. Il a toujours été élu lorsqu'il a montré de la fermeté, lorsqu'il s'est comporté davantage comme un bonapartiste, plutôt comme un social-démocrate hollandais, ratsock tout nul. Et donc je pense que si Reparquet il reprend sa philosophie bonapartiste, il sera capable de retenir le pays et au moins avoir une perspective en termes de légende, alors que son deuxième quinquennat s'annonce très mauvais. Point, il y a une question de comment faire pour qu'ils se réinventent. Et je pense que c'est leur capacité individuelle à se réinventer. Kennedy disait, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'État. Et donc, c'est à eux de le faire. Et je pense qu'il y a un deuxième point, c'est l'accompagnement collectif. C'est-à-dire que la France, mais comme le globe entier, assiste à une période de dérèglement climatique. Et il y a plusieurs pans de notre économie et de nos territoires qui vont être bouleversés et qui doivent être accompagnés, mutés. La question qu'on se pose, c'est qui va payer ? Moi, je pense que le point essentiel, c'est qu'on s'est fait arnaquer par les escrologistes. Et plutôt que de mettre 60 à 80 milliards d'euros sur les éoliennes, les panneaux solaires, etc., on devrait zéler 60-80 milliards d'euros de la fiscalité environnementale sur le dérèglement et pour lutter contre les effets du dérèglement climatique. Je voudrais qu'on